Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, ça y est, on est parti pour notre live. On va parler aujourd'hui des devoirs des enfants. Je vais plus précisément cibler les enfants en école primaire. Tout simplement parce que c'est là où je suis la plus légitime, c'est là où j'ai le plus d'expérience, parce que déjà lycée, je n'ai pas, j'ai pas de solution, je ne suis pas encore confrontée à cette situation. Et par rapport au collège, eh bien il y a simplement c'est mon grand Chocapic qui vient de faire sa rentrée en 6e, donc je débute, je me sens pas encore légitime de te parler des devoirs au niveau du collège parce que j'ai pas encore confronté, en tout cas ma théorie avec la pratique. Là, ces vacances-ci, il a très très peu de devoirs, donc c'est pas spécialement représentatif. Mais je vais plutôt te parler des premiers devoirs que l'on connaît, à savoir pendant l'école primaire. Et je sais que pour beaucoup de parents, je sais pas si c'est ton cas, mais ça devient très vite un sujet de friction, un de plus, j'ai envie de te dire, avec notre enfant, et franchement, on n'a pas besoin de ça. Et ce que je voudrais te partager dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est que les devoirs n'ont pas à être une corvée, et qu'en fait, il est tout à fait possible, déjà d'une, que ça se passe bien, de permettre à ton enfant d'avoir un bon rapport avec les devoirs, parce que si ça devient une corvée, pour lui comme pour toi, on rentre dans un système de renforcement négatif, et là, tu vas le perdre. Ton gamin, il va juste aller encore plus à reculons. Voilà, c'est le principe du renforcement négatif, c'est le cercle vicieux. Renforcement négatif, c'est l'autre mot pour dire cercle vicieux. Ton enfant va détester jusqu'au concept de devoir, et là, ça va être beaucoup plus compliqué de changer la donne. Donc, autant prendre les bons plis tout de suite. La première chose que je voudrais te dire par rapport aux devoirs, donc on parle bien des devoirs école primaire, c'est qu'il faut qu'on garde en tête, nous, parents, la connaissance que les devoirs sont facultatifs en primaire. Ça n'a rien d'obligatoire, c'est même fortement déconseillé, les devoirs à l'école primaire, parce que déjà nos enfants sont déjà toute la journée à l'école à apprendre assis, pas bouger, voilà. Donc en fait, au-delà, c'est pas vraiment des devoirs qu'ils ont, nos enfants, et moi la première, mes enfants rentrent de l'école primaire avec des devoirs, mais ce ne sont pas des nouvelles choses à faire, ce sont des révisions. C'est revoir des choses qu'ils ont déjà vues en classe. Donc, à partir du moment où ce sont des choses qu'ils ont déjà vues en classe, dis-toi que si ça se passe mal, il vaut vraiment mieux ne pas insister, plutôt que de créer ce système, ce cercle vicieux où les devoirs, ton enfant va les subir, va les redouter, toi aussi, et créer la mauvaise humeur. Je vois, Julie, tu dis que tu ne savais pas que c'est facultatif. Ben ouais, en primaire, c'est facultatif. Oui, c'est ce que je me dis quand ils sont fatigués déjà en arrivant. Exactement. Et en fait, faire les devoirs quand un enfant rentre de l'école, c'est double peine. Je te dis ça en ayant les deux casquettes, c'est-à-dire parents et enfants. Moi, je me souviens enfant, mes parents travaillaient avec des horaires de commerce, ce qui fait que j'étais la première en garderie le matin et la dernière partie de l'école à la garderie le soir. Et donc, on rentrait chez moi, il était 19h et il fallait se retaper les devoirs que j'avais déjà fait en études parce que mes parents voulaient être des bons parents et me suivre. T'es comme ça, gamin, t'en as déjà plein la tête. Donc vraiment, si tu peux avoir un petit temps pour permettre à ton enfant de décharger, de se changer les idées en rentrant. Je sais que quand on rentre tard, tout ça, des fois, c'est pas évident. Hein. Si tu veux que ton enfant ait son quota de sommeil, qu'il puisse manger, peut-être se doucher,
Pas forcément, faut enchaîner, mais faut prendre ça aussi en compte si tu veux encore plus de garder en tête que c'est facultatif, c'est de la révision. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de proposer à mes enfants quand vraiment ils explosaient, de dire bah, écoute, la lecture qu'il y a à faire, la poésie qu'il y a à faire, ou peu importe ce qu'il y a à faire, bah, on le fait en lecture du soir, à la place de l'histoire du soir. Ça devient un petit moment à nous, si tu veux. C'est pas, voilà. Et c'est pas grave, on le fait juste avant de dormir et c'est pas grave. Et puis ça m'est déjà arrivé de dire, bah, tant pis. Ok, pour cette fois-ci, c'est pas grave. Je sais pas, on a eu un rendez-vous médical qui fait qu'on est rentré très tard. Ok, bah, c'est pas dramatique. Il n'y a pas mort d'homme. Ce sont des révisions. En école primaire, les devoirs sont des révisions. Donc déjà, on va se détendre avec ça. Et effectivement, si tu peux donner un laps de temps à ton enfant pour pouvoir jouer le soir avant d'attaquer les devoirs, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Moi, je sais que quand j'allais les chercher à la garderie vers 17h30, 18h, on ne se mettait pas au devoir en rentrant. En rentrant, je me mettais à faire à manger ou autre. J'ai laissé jouer peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Et les devoirs, comme ce sont des révisions, ça prend, allez, je veux dire, si ça prend 15 minutes, c'est énorme. C'est déjà énorme par rapport au temps qu'ils ont déjà passé, eux, à l'école, tu vois. Donc, les devoirs. La première chose, c'est de se dire, c'est facultatif. Et si on ne les fait pas, bah c'est mieux de les faire, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas mort d'homme. Donc quand j'entends des gens autour de moi, des parents autour de moi me dire qu'ils ont passé une heure et demie avec leur enfant parce qu'il y avait une page de lecture à faire et que c'était la corvée, j'ai envie de te dire, stop, arrête ça tout de suite. Tu inscris tout ça, on est en train de créer un environnement qui donne à notre enfant pas envie d'apprendre, pas envie de faire les devoirs, que l'école c'est une corvée parce qu'en plus on ramène du travail à la maison. On n'inscrit pas ça dans un bon cercle. Tu me dis, Chloé, les devoirs, ça m'a permis de comprendre les difficultés de ma fille en maths, car justement pour elle, c'était pas des révisions parce qu'elle n'avait pas compris à l'école. Effectivement, je te remercie de ton message, Chloé, parce que ça permet effectivement de se rendre compte qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris. Et quelquefois, bah, la pédagogie de l'instituteur ou de l'institutrice de notre enfant n'est pas spécialement en phase avec la façon d'apprendre de notre enfant. Et effectivement, ça permet d'aller au-delà. Je vais même rebondir et aller plus loin de ce que tu dis, Chloé, c'est qu'effectivement, moi j'aime bien, en fin de semaine, souvent nos enfants rentrent avec, en fin de semaine ou tous les 15 jours, ils rentrent avec le bulletin de ce qu'ils ont fait, si tu veux, dans la semaine, enfin voilà, leur cahier du jour, ce qu'ils ont fait ou autre, les petites évaluations, les petits travaux qu'ils ont fait. Et ce que je leur dis, je dis, mais moi j'aime bien voir en fait là où ça a moins bien réussi, parce que ça permet juste de comprendre qu'est-ce que tu n'as pas compris. Et c'est pas le but d'appuyer là où ça fait mal, attention. Hein. C'est plutôt de dire, est-ce que maintenant tu as compris? Est-ce que si on prend un autre exemple, c'est corrigé? Ou, ah bah non, en fait, c'est toujours, et c'est de détecter ainsi les lacunes. C'est surtout pas de dire, ah bah là, t'as pas réussi, oh, c'est pas bien. Non, c'est de dire, tiens, ah bah là, je vois, là, le acte à écrit, c'est magnifique. Donc on va appuyer sur du positif, et puis se rendre compte que peut-être il y a des choses qui vont bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, mes enfants vont me dire, bah j'ai pas eu le temps. J'avais mal lu la consigne, mais j'ai pas compris. Et en fait, ça permet, nous, en tant que parents, d'apporter du soutien et de dire vraiment, voilà, d'appuyer quand il y a besoin. On revoit une notion, peut-être l'expliquer différemment si notre enfant n'a pas compris. Quand ma fille m'a dit, j'ai pas eu le temps, moi, ça m'a permis de détecter qu'en fait, sa lecture n'était pas fluide. Et en creusant, c'est là qu'on s'est rendu compte que en fait, ma fille lisait par reconnaissance des caractères, mais qu'en fait, elle avait un problème de vue. Et ça a été détecté très tard. Ça a été chez Choupinette, on a détecté début de CE2 le fait qu'elle, en fait, elle a moins 3,5 à un œil quand même, tu vois. Donc, voilà, ça permet de comprendre. Et puis, donc je te disais, je t'ai donné l'exemple effectivement qu'elle n'a pas assez vite, ou voilà, quand elle a lu trop vite, ok, écoute, une consigne, vaut mieux prendre le temps de la lire, et puis tu fasses pas tout, plutôt que de te précipiter à faire. Ça, voilà, ça permet aussi d'apprendre à notre enfant à gérer le stress d'un examen, d'une évaluation, gérer, voilà, comment interagir. Ok, donc ça c'était la première chose que je voulais te rappeler, avant tout les bases, facultatif, les devoirs en primaire. Ce sont des révisions. Maintenant que ça c'est dit,
N'empêche que faut quand même arriver à le faire, ou en tout cas leur donner l'habitude, parce qu'effectivement, quand notre enfant va arriver, et c'est le cas que je te dis que je connais aujourd'hui, mon grand qui arrive au collège, qui est en 6e maintenant, mais il faut qu'il ait appris. Là, je vois, ça se passe très bien parce qu'il a appris l'autonomie, à faire lui-même des devoirs et des choses nouvelles qu'il a à faire. Tout ça, ça lui paraît naturel, si tu veux, maintenant. Donc, effectivement, ce pli de faire des devoirs se prend à l'école primaire, malgré le fait que ce soit, comme je te l'ai dit, facultatif. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser... Si tu t'intéresses à l'éducation positive, je suis convaincue que tu as déjà entendu parler de la pédagogie Montessori. C'est l'apprentissage par l'intérêt de l'enfant, la manipulation, et il y a aussi la pédagogie avec Céline Alvarez. Voilà, c'est vraiment, on s'intéresse aux intérêts de l'enfant. Mais finalement, c'est de prendre les devoirs. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre les devoirs sous cet angle-là, sous l'angle Montessori, Céline Alvarez. Et en fait, notre quotidien, on ne se rend pas compte, mais il est plein d'occasions pour nous en tant que parents d'aider nos enfants finalement à faire des devoirs, mais d'une manière informelle. La manière informelle, je veux dire, le but, pourquoi je te fais un live aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, pendant mes vacances avec mes enfants, j'ai accepté, ma fille me demande depuis 1 an de repeindre sa chambre, encore une fois. Enfin, bref, ça c'est pas le sujet du jour, mais de repeindre un mur de sa chambre qui était en orange parce que c'était son frère qui était dedans et c'est pas du tout ses couleurs. Et elle voulait le repeindre en violet. Et j'écoute, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, enfin, plein de choses. Et en fait, je me suis dit, mais attends, Maud, on va prendre cette occasion-là pour faire travailler tout un tas de notions chez Choupinette. Choupinette, aujourd'hui, elle est en CM1. Donc, c'est-à-dire que les calculs de plusieurs chiffres jusqu'à des milliers, elle connaît. Les multiplications, elle connaît. C'est justement ce qu'elle travaille, multiplication posée. Elle connaît aussi le calcul, les mesures, les unités de mesure, les conversions, ce genre de choses. Le mur à repeindre de la chambre de ma fille, tu vas tout savoir. C'est un mur en sous-pente, c'est-à-dire qu'il y a une grande diagonale et il y a une fenêtre. Je lui ai expliqué, j'ai dit, écoute, on a schématisé sa chambre, enfin le mur à repeindre. Elle a fait les mesures avec 1 mètre, donc la prise de mesure, c'est elle qui l'a faite. Donc c'est manipuler, c'est utiliser les mesures aussi, entre mètres, centimètres, millimètres, ce genre de choses. Et je lui dis, écoute, ce mur-là, il est complexe. Et en fait, on l'a découpé en 4 zones. Il y a le grand rectangle qui tient la fenêtre, le rectangle de la fenêtre qu'il faudra soustraire, parce qu'on ne va pas peindre la fenêtre. Il y a un petit rectangle au bas du mur et le triangle qui fait la sous-pente. Et donc, on a appris à calculer les aires. Donc, elle a mesuré les différentes parties. Elle a fait les multiplications pour connaître les aires. Ensuite, elle a fait les additions de toute la surface et la soustraction de la surface de la fenêtre, tu vois. Donc déjà, on a travaillé, mine de rien. J'ai pas son... Si, je dois avoir son cahier sous la main, je crois. Ouais. Regarde. Je dois avoir son cahier. Alors, si tu es sur le podcast, tu n'auras malheureusement pas le visuel, mais elle a fait tout un tas de calculs en colonne, tu vois, la section 1, la section 3, la section 4, la section 2, les calculs de multiplication, d'addition, enfin voilà, elle a tout calculé pour arriver au résultat de, nous avons un mur de 5 mètres carrés 36, enfin 32, 5 mètres carrés 32, donc elle a calculé ça. Ensuite, on est allé chez Casto, chercher la peinture, et si tu veux, elle a lu les pots. Moi, je savais très bien quel pot il fallait prendre, on est d'accord, je savais que pour un mur de plus de 5 mètres carrés, qu'il fallait faire 2 couches, forcément, entre le bidon qui fait 5 mètres carrés et le bidon qui fait 25 mètres carrés, il fallait prendre le bidon de 25 mètres carrés. Je le savais. Mais ça, je l'ai laissé décider. Je l'ai laissé lire les indications. Je l'ai laissé imaginer, comprendre, calculer. Voilà, si tu veux, à travers des cas pratiques, on fait travailler, on fait réviser les enfants d'une manière naturelle. J'ai pas un mur à repeindre tous les ans, à toutes les vacances. Donc là, ça m'est apparu très limpide, mais même toi, tu peux faire travailler ton enfant, le faire réviser avec des choses du quotidien, la cuisine. Alors la cuisine, c'est le moyen le plus universel pour faire travailler les enfants.
La lecture, déjà. Les conversions. Moi, ma recette, elle est en centilitres, alors que j'ai un ustensile en millilitres. Voilà, c'est une recette pour 4 personnes. On a des invités, on sera 8. Combien il faut calculer, combien il faut d'éléments, lire la recette, faire, manipuler, peser les grammes. Tu vois, en fait, il y a vraiment, ça fait travailler les conversions, ça fait travailler la lecture, ça fait travailler le calcul. Je me souviens aussi que pendant le Covid, donc à ce moment-là, mes enfants, je ne sais plus lequel des deux était en CP, il fallait commencer qu'ils s'entraînent à écrire. Et effectivement, ils avaient des mots à écrire. Et mes enfants ne voulaient pas écrire. C'est pas quelque chose qu'ils aiment, mes enfants. Autant lire. Ils lisent assez facilement parce qu'ils me voient moi lire. Et puis c'est une alternative qu'ils ont très souvent. Mais écrire, ils n'aiment pas ça. Mais je leur faisais écrire les choses qui les intéressaient. À l'époque, mon fils était en train, c'était choc à pic. Il était intéressé par Harry Potter, les animaux fantastiques et tout ça. Eh ben, il a écrit, on avait un livre, il a recopié les mots. Je me fichais finalement. Les mots qu'il devait apprendre, ça devait être papa met la table, enfin voilà des trucs. Mais ça l'intéressait pas. Bah tant pis, il a écrit, je sais plus, c'était une tête de lion avec un corps de, enfin non, une tête d'aigle avec le corps de lion. Enfin c'est les animaux fantastiques si tu veux. L'intéressant, c'était l'enchaînement des lettres manuscrites, respecter les espacements des lignes. C'est ça en fait que nous demande l'école. C'est vraiment que les enfants apprennent à former les lettres, respecter la taille, la position par rapport aux lignes. Si c'est pas le mot exact, c'est pas grave. Oui, ça a une importance quand il y a une dictée à la clé. On est bien d'accord. Ok. Mais peu importe, si tu veux. Les dictées, l'entraînement des mots. Pareil, mes enfants détestent devoir écrire les mots. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que je leur propose de l'écrire sur d'autres supports. Que ce soit une ardoise comme ils ont à l'école, on a une porte qui est aimantée avec des lettres. Ils me l'écrivent dessus, ils me l'épellent s'ils la préfèrent. Je leur explique quand même que c'est mieux qu'ils utilisent la main parce que je leur explique que la mémoire fonctionne par différents sens. Effectivement, ils vont avoir le sens visuel qui va reconnaître le mot, mais c'est bien que le corps sache former les lettres. Donc, je les encourage à le faire. S'ils ne veulent pas, je ne vais pas me fâcher avec mes enfants. Encore une fois, il faut te rappeler le côté facultatif. Et qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est vraiment qu'ils fassent absolument ses devoirs avec la dictée soit sans faute? Ou qu'on rentre dans un cercle vicieux où ton enfant va prendre les devoirs en grippe et ça va mal se passer. Bon, ben moi, personnellement, je fais mon choix. Et ben, si mon enfant rentre et qu'il a pas réussi à dicter ou autre, donc je lui dis, bah écoute, c'est peut-être que tu n'as pas assez entraîné ta main, peut-être que la prochaine fois, on pourra au moins peut-être juste les écrire une fois. Je ne demande pas à mes enfants d'écrire 10 fois ou je ne sais combien de lignes de mots, non. Je leur demande au moins une fois, quand ça se passe mal, je leur demande au moins une fois qu'on écrit le mot, voilà. Et maintenant, ce qu'on fait, ils ont pris un peu plus l'habitude, ils sont un peu plus grands. Là, je commence avec Krapopoulos qui vient de rentrer en CP. Il n'est pas encore passé au stade de l'écriture, on en est encore à la lecture. Mais ce sera la même chose. Maintenant que mes grands sont plus grands, c'est que ils me disent non, mais je connais les mots. Ok, alors on fait juste la dictée des mots et on voit comment ça se passe. Et genre, je dis, c'est quoi le tarif? Je leur pose la question, c'est quoi le tarif si jamais il y a un mot qui est faux? Quel est ton tarif? C'est pas moi qui vais dire, ah ben si c'est faux, tu vas le recopier 5 fois. Ou... Non, je leur demande, c'est quoi ton tarif? Et de même, mes enfants vont me dire 2 fois, 3 fois, 5 fois. Il m'est même arrivé Choupinette, elle avait 2 mots par exemple de faux, elle m'avait écrit une ardoise complète du mot. Je les laisse libres de choisir leur tarif, entre guillemets. C'est quoi la conséquence de le mot n'est pas connu? Tu vois? Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Oui, Pets, tu me dis, quels sont tes conseils pour des ados? La même chose que pour les enfants plus petits. Garde ta question, si ça ne te dérange pas. Je vais terminer de déployer, parce que comme je disais au tout début, effectivement, là, je vais plus te parler d'école primaire, parce que c'est là où je me sens légitime, tu vois. Et au collège, je n'ai que Choc à Pic qui vient de rentrer, lui, cette année en 6e. Donc, je me sens un peu moins légitime. Mais si tu veux bien, je garde ta question pour la fin et j'y reviendrai juste après.
Bref, voilà ce que je pouvais te dire un petit peu, voilà, pour les dictées, les mots, ce genre de choses. On ne fixe rien. Je laisse mes enfants libres de choisir leur tarif, de faire, voilà. Et on avance comme ça. Pour ce qui est de la lecture, j'adore. J'ai une prof, une institutrice de mes enfants, donc Chocapic et Choupinette l'ont eu tous les deux. C'est avec elle qu'on a découvert qu'effectivement Choupinette avait des problèmes de vue et que c'est pour ça que la lecture n'était pas du tout fluide, parce qu'en fait, elle marchait à la reconnaissance globale des mots, elle ne les lisait pas, finalement. Et je sais qu'elle m'avait dit, comme ça, elle me dit, mais écoutez, madame, il faut juste que votre fille lise, peu importe le support, il faut juste de l'entraînement pour gagner en fluidité. C'est des BD qu'elle aime, très bien, qu'elle lise des BD, on s'en fiche. Et aujourd'hui, Choupinette reste un petit peu traumatisée, entre guillemets, En fait, elle se sentait honteuse dans la classe de ne pas savoir lire aussi vite et bien que les autres, tu vois. Et elle a conservé encore un petit peu ça. Hein. Elle a rattrapé tout son retard, mais elle reste un petit peu dans cette... elle a eu ce renforcement négatif où la lecture, c'est difficile. La lecture, ça peut me mettre à mal. Et elle a du mal à lire Elle se fait peur toute seule. S'il y a trop de pages, non, je ne vais pas y arriver. Et elle est défaitiste, elle ne veut pas y aller. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave, on y va sur des petits. Là, donc, elle a commencé, je la pousse un petit peu, dire, on va lire un roman. C'est trop gros, ça lui fait trop peur. Ok, donc c'était tout petit. Et là, elle a adoré, c'est Le Chat Assassin. C'est des petits romans de 60 pages qui sont très drôles. C'est l'édition L'École des loisirs, collection La Mouche. Et voilà, c'est tout petit, c'est humoristique. Elle y va. On en lit des un peu plus gros ensemble, des romans BD, c'est-à-dire que c'est écrit très gros, il y a des dessins et tout ça, mais il y a 140 pages et tu vois, elle franchit pas le cap encore, elle a encore peur elle se laisse impressionner par le volume. C'est pas grave, on y va doucement. Ça, c'est moi qui lis en histoire le soir. Voilà, et on y va doucement. Et j'essaye de trouver des romans BD où il y a beaucoup plus d'images que de mots, pour atténuer sa peur, tu vois. Mais voilà, le but, dis-toi, l'important, c'est pas qu'est-ce que lit ton enfant, c'est est-ce qu'il lit. Et si c'est des BD, si c'est des journaux de Mickey, parce que je pense à mon grand qui est là-haut et qui est en train de se nourrir de journaux de Mickey, on en a je ne sais combien de caisses, c'est pas grave, c'est très bien, ça reste de la lecture. Pas de jugement sur c'est bien ou c'est pas bien, ça reste de la lecture. Ok ? Donc voilà. Une autre solution que je pouvais aussi te parler, c'est les révisions des devoirs par le jeu. Les tables de multiplication, par exemple. Il n'y a pas à tortiller. Je te laisse compléter. Je ne serai pas vulgaire, mais je te laisse compléter la phrase si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas à tortiller, il faut les apprendre par cœur. Il n'y a pas de choix. Mais c'est pas pour autant. Et comment dire ? Et donc pour ça, il y a pas mal de petits jeux. Alors je les ai pris. Pour les multiplications, j'avais trouvé ce jeu-là, les cartes à touche multiplication. Ça permet de s'auto-corriger en fait. La carte est recto-verso. Tu as d'un côté la multiplication. Tu as d'un côté, tu as 7 x 4 la multiplication. Et dans le verso, tu as sa réponse, 28. Ça permet à ton enfant de réviser tout seul. Tu lui donnes un tas de cartes et tu dis, ok, là, tu fais ce tas-là et tu les passes. Tu sais ou tu sais pas, c'est pas grave. Ça va rentrer au fur et à mesure. Encore une fois, on ne cherche pas à ce que l'enfant connaisse tout de suite. C'est par les répétitions de choses qui va y arriver. Et l'autre jeu que j'adore sur les tables de multiplication, et on y joue même avec mes enfants en dehors des révisions, c'est Matsumo. Alors, si j'accroche mon micro, ça va pas le faire. Matsumo. Matsumo, c'est un jeu, en fait, tu as 2 petits sumo qui sont sur un tatami avec des chiffres. Je sais pas si on voit. Et en fait, tu as des cartes et il faut pouvoir placer tes cartes les plus vite possible. Et pour ça, tu ne peux déplacer qu'un seul sumo à la fois. Donc, ça va créer une nouvelle multiplication. Donc, est-ce que voilà, j'ai une carte qui fait, je sais pas moi, 48. J'ai un sumo qui est sur un 6. L'autre, je déplace sur 8. 6 x 8, 48. C'est bon, je peux placer ma carte. Elle est posée, je me décharge. Voilà. C'est ludique. Tu n'as pas besoin de connaître encore. Quand ton enfant est encore au stade d'apprendre, c'est pas grave parce que les cartes ont un moyen mémotechnique avec des petits carrés qui permettent de donner la réponse quelque part de ce que tu dois chercher.
Donc c'est un moyen très ludique pour pouvoir les apprendre. Et c'est pas, je dis, avec mes enfants, c'est passé crème. Grâce à ça et l'affichage dans les toilettes. Des tables de multiplication. Un autre jeu que mes enfants adorent, c'est Mille sabords. C'est un jeu de cartes où il faut compter et en fait, c'est juste, ça va. Les enfants doivent compter les points. Il faut arriver, je crois, à 1000 ou quelque chose comme ça. Donc forcément, ça va faire travailler les additions, naturellement. Bon, bah voilà, ça marche bien aussi. Pour les plus petits, apprendre les chiffres qui est plus petit, plus grand ou autre, le classique Batawaf, hein, c'est un jeu de bataille où les cartes, leur valeur est symbolisée. Tu vois, ça va jusqu'à 6 et la valeur est symbolisée avec la taille. Quand c'est 5, ça va jusque là, le 1 va jusqu'au niveau 1. Ça rend visuel les grandeurs et ça permet de travailler. Et un autre jeu que j'ai complètement détourné, tu dois voir des pubs partout sur Instagram ou autres sur les réseaux sociaux, Speedback, en ce moment ils font beaucoup de publicité je trouve, et il est très drôle. Il est très drôle ce jeu, et en fait je l'ai détourné. Donc je te disais, Krapopoulos a 6 ans, il vient de rentrer en CP, il est donc en pleine acquisition de la lecture, et je joue pas au Speedback avec lui, c'est-à-dire qu'on va juste prendre un tas de cartes. Et en fait, chaque carte a, d'un côté, il y a la lettre du mot, et de l'autre côté, une proposition de sujet à trouver. Donc là, ça vole qui commence par un C, je veux dire chauve-souris, canard, enfin voilà, tu vois. Et en fait, je vais juste jouer avec mon fils de 6 ans, dire, ok, ça vole, ça commence par un C. Ah, il va chercher canard, voilà. Et ok, on passe, et ça va faire travailler comme ça les lettres. Avec mes grands, on y joue de manière tout à fait normale. Encore une fois, ça fait travailler l'orthographe, en tout cas le début. Combien de fois Choupinette m'a sorti des mots où elle oublie le H qui est devant, tu vois. Donc c'est pas grave, c'est sous forme de jeu. Donc ne néglige pas le côté jeu pour faire les devoirs. Tu vois, on peut transformer absolument tout en jeu quand on prend le temps. Ce qui nous manque, nous, en tant qu'adultes et en tant que parents, c'est le temps de réfléchir à ça. Mais si tu t'y prends un petit peu en amont, tu peux avoir des petites idées comme ça. Et pour terminer, ce que je voulais te partager aujourd'hui, après je vais répondre aux questions, c'est vraiment de penser au fait qu'un enfant apprend avec tous ses sens. Et c'est ça justement que dit Montessori, c'est ça que dit Céline Alvarez, c'est avec tous les sens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est par exemple les poésies. Les poésies aussi, c'est à apprendre. Alors attends, avant de te parler des poésies, je vais terminer. Table de multiplication, ce genre de choses. Les enfants doivent apprendre. Et souvent, ils disent, mais tiens-toi tranquille, ils sont en train de bouger ou autre, tu vois. Et moi, ils me donnent le tournis à bouger comme ça, je sais pas toi. Et souvent, beaucoup de parents se disputent avec leurs enfants parce que ils sont pas dans une bonne position pour travailler. Bonne selon les critères que nous, on a appris, assis, pas bouger, à table. Lit en étant debout, bouge, a besoin de taper. C'est normal. Donc c'est à toi de dire non, ok, je le laisse faire parce qu'en fait on apprend avec nos sens. C'est ce qu'on appelle le VACOX. On va utiliser nos yeux, on va utiliser notre audition, notre toucher pour vraiment assimiler les choses. Et un enfant qui bouge retient mieux finalement. Alors si t'as pas envie que ton enfant te donne le tournis parce qu'il bouge sans arrêt avec tes mains qu'il soit assis, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est tu achètes ça vaut 3 fois rien, les élastiques de sport, tu sais, les bandes élastiques là, qui servent à faire le sport. Tu mets ça et tu accroches ça au pied de la chaise. Et ainsi ton enfant va pouvoir tigonner, le mot est pas beau, mais voilà, il va pouvoir bouger les pieds, il va pouvoir apporter du mouvement tout en étant assis pour toi. Ça, c'est quand vraiment il n'a pas le choix. Sinon, laisse-le. S'il a besoin de marcher, enfin je sais pas toi, mais moi quand je suis au téléphone, je marche en long, en large et en travers. Nos enfants qui apprennent, qui récitent, c'est pareil. La position statique, elle n'est pas naturelle finalement. Donc vraiment, accepte de laisser du mouvement à ton enfant pendant ses devoirs. Ok ? Ça aussi, ça va éviter des frictions tout à fait inutiles. Et enfin, j'en arrive aux poésies. Ces fameuses poésies que, il faut apprendre par cœur. Je peux te dire que Chocapic, quand on a eu des corsets, je me dis, mais comment il peut arriver à apprendre ça ?
entre guillemets, ni queue ni tête. Voilà, il y a des fois, on va arriver en dehors des poésies qui sont jolies, qui ont un sens. Ça va être beaucoup plus travaillé et là, c'est plus compliqué. Et en fait, ce que j'aide mes enfants pour apprendre les poésies, c'est de leur expliquer qu'une poésie, ça s'apprend par tous les sens. Donc ça s'apprend avec la lecture, effectivement, lire la poésie plusieurs fois, ça va aider. Il y a des enfants qui... enfin, il y a des enfants. Déjà, le fait qu'ils écrivent la poésie quand ils ont appris à écrire, eh bien, le mouvement du poignet qui écrit permet d'inscrire ça. Moi, j'ai fait partie de ces enfants où, pour apprendre une leçon, je la recopiais. Je la recopiais parce que c'est aussi comme ça que je l'intégrais. Il y a effectivement l'aspect visuel avec le dessin ou autre qui la rend belle. Donc, l'enfant va imaginer un dessin qui lui fait penser à la poésie. Si le dessin lui fait penser à la poésie, eh bien, forcément, ça va l'aider à mémoriser la poésie. Tu vois? Donc, ça passe aussi par ça. Je vais aussi leur lire, moi, la poésie après que eux l'aient lue, pour qu'ils l'entendent. Utiliser aussi le sens auditif. Je vais appuyer pour que ça chante un petit peu, tu vois, la poésie, qu'elle ait un espèce de rythme, pour que ça s'inscrive comme une mélodie, comme un refrain. Les refrains, on les retient très facilement. Eh ben, exactement. Voilà. Ben, oui, Pat, tu me dis ça. Pour les poésies, on chante avec ma fille. On invente des musiques et des rythmes. Exactement. Voilà. En fait, instinctivement, tu as utilisé le sens auditif pour apprendre. Il y a donc, là, je te disais, il y a le sens visuel avec le dessin. Il y a le sens kinesthésique, donc bouger quand tu écris ou quand tu marches. Mes enfants, moi, je te dis, ils font des allers-retours dans la maison en la récitant. Et ce que j'ajoutais en plus pour utiliser le visuel, c'est que quand mes enfants commençaient à me la réciter, quand ils commençaient à la savoir suffisamment pour la tenter, mais pas complètement, moi j'ai la poésie devant moi et je signe en même temps. Je sais pas, quand je signe, je mime si tu veux. Je vais pas prendre les signes, la langue des signes. Quand je les connais, je les utilise, mais des fois, je mime la neige qui tombe. Voilà, et en fait, je vais juste faire le signe à mon enfant et ça, hop, ça va lui réveiller. Ah oui, la neige qui tombe et hop. Et c'est comme ça, c'est en utilisant tous les sens que mon enfant finit par apprendre, comprendre et apprendre sa poésie. Et ensuite, quand il la connaît suffisamment, bah simplement, on va sortir du cadre strict des devoirs pour la réviser au détour, je sais pas moi, d'une balade ou dans la voiture ou autre. Tiens, tu m'enchantes. Je pense à mon fils. Là, la poésie, c'était le champignon qu'il devait apprendre. Et ben, on était en pleine balade dans la forêt. Je dis, mais tiens, tu réciterais la poésie des champignons? Et hop, et on était dans un autre cadre. On n'était pas à table en train de faire les devoirs ou autre, tu vois. Donc, les enfants sont beaucoup plus volontaires. Effectivement, j'avais pas de quoi vérifier si c'était exact. Mais j'ai envie de te dire qu'à force que mes enfants me récitent leur poésie, je commence un peu à les connaître. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment les devoirs, il faut sortir du cadre rébarbatif. Tout simplement. On apporte du mouvement, on apporte du jeu, on utilise tous les sens. Et puis on n'oublie pas que c'est facultatif à l'école primaire. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui pour faire en sorte que les devoirs ne soient plus une corvée, mais deviennent plutôt l'occasion d'un moment en famille, l'occasion d'un apprentissage pour ton enfant, pour quelque chose qu'il va vivre ensuite quand il arrivera au collège. Je ne sais pas si ça te paraît clair. Si tu as des questions, je vais remonter un petit peu parce que j'ai vu, oui, parce que tu m'avais posé la question, donc c'est la question sur que j'ai vue, mais s'il y en a d'autres, tu me les poses maintenant et j'y répondrai avec plaisir. Et puis si tu m'écoutes en replay ou sur le podcast, eh ben, n'hésite pas à me contacter sur Mercredi. Ça sera avec grand plaisir que je te répondrai. Alors, si je remonte les questions, Julie, c'est fatigué. Décharger. Les devoirs permis de comprendre les difficultés de ma fille en maths. Donc ça, on en a parlé. Chloé. Oui, donc c'est toi, oui, Pets. Quels sont les conseils pour des ados? La même chose que pour les enfants plus petits. Je te disais effectivement, pour les ados, je me sens moins légitime parce que j'ai moins d'expérience, vu que Chocapic vient de démarrer en 6e, que c'est un enfant assez facile, on va dire. Il est très autonome et très volontaire, donc je vais pas te dire que j'ai des grandes difficultés, c'est faux.
C'est pas tout à fait pareil, parce que là, les devoirs ne sont pas facultatifs. Les devoirs ont des conséquences. Si les devoirs ne sont pas faits, les professeurs vérifient. Si les devoirs ne sont pas faits, il peut y avoir des conséquences, il peut y avoir des retenues. Il y a les évaluations, il y a tout ça, si tu veux. Les conseils seront les mêmes dans le sens où quand mon enfant rentre, je lui fous la paix. Il s'est tapé 7 heures, 8 heures de cours. Il en a ras la casquette. Je le laisse décompresser 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, avant de s'y atteler. J'accepte que les devoirs soient faits sur un autre temps. Je te dis, ça peut être à la place de l'histoire du soir, on peut regarder ensemble. Mon fils qui est du matin, j'accepterais éventuellement qu'il les fasse le matin avant de partir, parce qu'il est beaucoup plus frais, potentiellement, tu vois. Donc les règles sont les mêmes, oui et non. Sur le respect de son rythme, oui. Par contre, facultatif, non. Clairement, là, c'est pas facultatif. Tu vas pas avoir le choix. J'aurais tendance à lui laisser porter le poids de le poids de ses choix, enfin la conséquence de ses choix. C'est-à-dire que s'il veut pas faire ses devoirs, moi je l'encourage, je lui explique les conséquences. Si vraiment il veut pas, je vais pas me fâcher, je vais le laisser porter le poids des conséquences, d'avoir une retenue, d'avoir autre. Et dire ok, tu vois ce qui se passe. Quand ils sont plus grands, se pose plus la question en tout cas c'est ce que moi je vois avec mon grand, c'est plutôt l'utilité de ce qu'il apprend. Il me commence à me questionner, dire mais maman, est-ce que ça va me servir de savoir ça? En quoi ça va me servir? Oui, je commence à lui inculquer la notion de il y a des choses que tu considères qui ne vont pas te servir, et c'est vrai. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas servir dans toute ta vie, mais la réflexion qu'il y a autour va te forger, va t'apprendre à réfléchir, et c'est ça qui est intéressant finalement. Et j'irai pas plus loin sur les devoirs du collège, en tout cas à ce stade. Peut-être que dans quelques mois, je pourrais t'en reparler plus parce que je serai plus légitime. Voilà, mais voilà un petit peu ce que je pouvais te dire. Pour la lecture, tu me dis, les j'aime lire qui font des petites histoires illustrées sympas. Exactement, voilà, ça reste de la lecture. Les livres-jeux, les livres dont le lecteur est le héros. Eh ben exactement. Tu vois, même chose. Moi, mon grand Chocapic qui est très BD, très journaux de Mickey. C'est son surkiff. Et là, on vient, je l'encourage à dire, tu vas devoir commencer à lire des romans, donc il faut commencer à s'attaquer un peu plus grand. En lecture du soir, je lui ai proposé le livre de Fabien Olicard, le livre dont vous êtes le héros, je crois que ça s'appelle l'Académie de Dagda, je crois. Et comme c'est sous forme de jeu, il a super accroché. Et donc, tu disais, pour les poésies, on les chante avec ma fille, on invente des musiques et des rythmes. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais voilà un petit peu ce que je voulais te partager pour en finir avec la corvée des devoirs, quoi. Ça n'a pas lieu d'être une corvée. Et c'est même contre-productif pour ton enfant de s'acharner dessus. Donc vraiment, je t'encourage à travailler sur toi et puis à travailler l'approche de comment on peut faire autrement. Par le jeu, par les occasions de vie quotidienne. C'est ce qui marche le mieux encore, parce qu'à ce stade-là, à l'école primaire, ce ne doit être que des révisions. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une excellente journée, une très belle semaine, et puis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!